Alors donc, oui, comme Robin l'a dit, il va falloir que je fasse quelque chose à deux voix tout seul. Bon, j'espère que je ne vais pas avoir trop de problèmes d'hétéroglossie à gérer. La problématique, alors attendez, voilà. Alors Brigitte Peter-Falvy, donc dans un article qui est paru dans l'évolution du vivant en enseignement à risque, rappelé, comme dans la suite de ce que disait Christian Orange, toujours dans le même livre, que beaucoup d'élèves ne maîtrisent que faiblement l'idée d'évolution à la fin de la scolarité secondaire, et je vous un peu plus tard dans l'exposé, je vous montrerai des productions d'étudiants qui préparent le CRPE, qui préparaient le CRPE, que je mettrai en relation avec des productions d'élèves de CM2 sur une situation assez proche, et vous verrez le type de production qu'on obtient. Comme je l'ai déjà dit ce matin, les programmes scolaires font comme si cette idée était acquise. Et donc, la question qui se pose, du point de vue didactique, alors je reprécisais aussi quelques méthodologies didactiques suite à des questions qu'il y a eu ce matin et qui m'ont interpellé. Donc, enfin, des questions qui étaient adressées à Julie, auxquelles je vais répondre en différé. Et Brigitte, dans cet article, proposait deux pistes pour explorer cette question. D'une part, la piste de l'enseignement ou des stratégies d'enseignement développées, qui pourraient être en partie responsables de ces difficultés. Et une deuxième piste, c'est celle qu'elle explore dans l'article. C'est-à-dire que la première piste, elle la cite, mais elle ne la développe pas dans son article. Et la deuxième, quels sont les obstacles épistémologiques sous-jacents qui peuvent être potentiellement explicatifs d'un certain nombre de ces difficultés. Donc dans l'exposé que je vous propose, je vais utiliser des travaux qu'on a conduits avec Patricia Schneeberger, qui est quelque part dans la salle, pour développer le premier point, qui n'est pas traité dans l'article de Brigitte. Et puis le deuxième, par contre, je me rappuierai sur les travaux de Brigitte Peter-Falvy et je compléterai par des productions que j'ai obtenues aussi. Voilà. Donc, pour explorer en quoi l'enseignement pourrait être responsable, vous voyez, d'une certaine difficulté pour les élèves de s'approprier des concepts d'évolution en général. Voilà une situation que nous avons observée et analysée dans le cadre d'un enseignant qui était en Master 2, dans des conditions de Master 2 ancienne génération, là, l'année où il faisait le Master 2 plus le concours, voyez, dans cette configuration-là. Et sur un nouveau, donc c'était la première année de mise en œuvre du programme de Terminal S, où il y avait ce chapitre sur la vie fixée en Terminal S. Voilà la situation de classe que nous avons observée. Donc c'est une classe de 28 élèves dans une configuration cours magistral au lycée Lifford de Lormont. Et donc on est sur un cours de 2h30, de 2 heures, qui va être réduit en fait à 1h30, qui s'appuie sur 2 séances de TP qui ont eu lieu précédemment et au cours desquelles les élèves ont fait un certain nombre d'expérimentations, d'observations, d'un ensemble de résultats, d'interprétation de toutes ces expériences. Et ce cours magistral d'1h30 doit servir de matériau à la construction d'un énoncé de savoir, enfin d'un texte de savoir synthétique. Voilà l'objet d'étude tel qu'il est défini dans les programmes. Donc l'organisation fonctionnelle des plantes est mise en relation avec les exigences d'une vie fixée, en relation avec deux milieux, l'air et le sol, au cours de l'évolution des processus trophiques, des systèmes de protection et de communication, ainsi que des modalités particulières de reproduction se sont mis en place. L'objectif de ce thème est, sans rentrer dans le détail des mécanismes, de comprendre les particularités d'organisation fonctionnelle de la plante et de les mettre en relation avec le mode de vie fixé. Donc on voit, à la lecture de ce bout de programme, qu'on est bien à l'articulation de différents types d'explications, des explications de nature fonctionnelle en lien avec des explications de nature historique. Et donc on va voir quelles sont les difficultés que rencontre l'enseignant. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est le texte visé. C'est-à-dire c'est le texte qu'on obtient à la fin de la 1h30 de cours magistral. Voilà ce que les élèves vont noter dans leur cahier. Et donc, c'est une retranscription. Alors, toute la séance a été enregistrée, retranscrite. Et l'entretien post-séance avec le stagiaire a aussi fait l'objet d'un enregistrement et d'une retranscription. Voilà ce que le prof finit par dire et qui va demander à ses élèves de noter. Donc, pour conclure sur ce grand A, alors je vous dirai ce qu'il y a après dans le grand A. De par leur anatomie, les plantes, on l'a vu, vont être adaptées à un mode de vie fixé.
Elles vont pour cela, on observe pour cela, une augmentation des surfaces d'échange, d'accord, au niveau des feuilles, d'accord, et des racines, pour qu'elles puissent puiser tout ce dont elles ont besoin dans leur milieu de vie. Le professeur laisse le temps aux élèves de noter ce qu'il vient de faire, et maintenant, elles vont être confrontées à un autre problème, par ce mode de vie, le problème de la défense, vous voyez, et ainsi de suite. Si on analyse rapidement cet énoncé de savoir, vous voyez bien que la formulation « être adapté », là, ce que j'ai mis, le petit bout que j'ai mis en orange, transporte avec elle toute l'épaisseur de l'histoire évolutive attendue par les instructions officielles. Et cette formulation semble s'inscrire dans un cadre évolutionniste, mais par contre, vous voyez bien que ça dérape juste après. Hein, on retrouve un fort finalisme qui va organiser la suite de l'énoncé. Elles vont pour cela, pour qu'elles puissent, tout ce dont elles ont besoin, hein, qui renforce la conception finaliste des processus nutritifs. Alors ce finalisme, je reprends des propositions qui ont été faites par Pierre Grandcola dans l'ouvrage Les mondes darwiniens, l'évolution de l'évolution. Ce finalisme pourrait être lié à l'absence de perspective historique dans l'étude des traits des organismes. Hein, Pierre Grandcola indique que les traits des organismes gagnent à être vus dans une perspective historique, sans laquelle l'interprétation resterait entachée de finalisme, tout trait fonctionnel étant potentiellement considéré comme une adaptation de manière ad hoc du moment qu'il possède une fonction de préférence intellectuellement attractive. Donc vous voyez bien que malgré cette coloration scientifique, cet énoncé de savoir renvoie à un texte qui l'est relativement peu, hein, où l'ensemble des énoncés, hein, donc vous en avez plusieurs, vous avez vu, hein, vous avez la nutrition, vous allez avoir la protection, enfin et ainsi de suite, sont... Oui, non, ça ne va pas bouger. Voilà, alors je vais vous présenter maintenant les différents énoncés de savoir qui ont été travaillés dans ce paquet-là. Alors vous avez un premier énoncé qui relève sur les stomates s'ouvrent et se ferment pour permettre des échanges avec l'atmosphère. Un deuxième énoncé sur lequel que je vais développer un petit peu. Donc l'organisation des cellules sur la face inférieure permet une augmentation de la surface d'échange. En 3, les stomates se ferment et s'ouvrent, etc. Et l'organisation de la racine permet une augmentation de la surface d'échange entre la plante et le sol, ce qui facilite la nutrition hydrique et en sels minéraux. La succession de ces énoncés se fait de façon... vous voyez, on est sur une cumulation. Hein, et donc, je ne développe pas les aspects langagiers de ce point de vue-là, mais en gros, vous voyez, on a traité un coup, on passe à celui d'après, et ainsi de suite, quoi. On est sur une juxtaposition d'énoncés. Si on regarde la structure plus précisément, alors ça va peut-être un peu petit, moi j'arrive plus à lire d'ailleurs. Si on regarde la structure de l'énoncé E2, enfin EN2, hein, l'énoncé 2, tous les énoncés ont la même organisation. Hein. Donc je zoome sur un, mais j'aurais pu prendre les trois autres, on l'a fait, on a à peu près la même organisation. Donc voilà comment ça s'organise. Dans un premier temps, voilà, on avait vu qu'au-dessus, les cellules, alors vous voyez, il fait référence, hein, il reprojette un dessin de coupe de, alors je ne sais plus si c'est une coupe de feuilles, hein, dont ils avaient fait l'observation en réel lors des TP précédents, et là, lors du TP, lors du coup magistral, il reprojette au vidéoprojecteur, à la classe, une coupe de la feuille. Alors, on avait vu qu'au-dessus, vous voyez, les cellules, elles étaient mieux organisées, et qu'en dessous, il y avait plus avec des lacunes pour stocker le CO2. Ensuite, 16, voilà, reprend l'enseignant, voilà, on a vu deux types de tissus, face inférieure, un parenchyme lacuneux. Donc, d'après vous, quel rôle peut avoir ce tissu plein de lacunes? Les élèves font un certain nombre de propositions. Ça permet d'acheminer le CO2 dans les cellules, par exemple. Et le prof reprend la main et dit, voilà, ça permet d'augmenter la surface d'échange. Il va donc y avoir plus de cellules en contact avec l'atmosphère. Finalement, l'air qui rentre dans les feuilles, ça permet d'augmenter les surfaces d'échange entre l'atmosphère et les cellules. Donc vous voyez, vous avez une organisation caractéristique, hein, qu'on voit, on voit un avancé du temps en trois temps, en gros. Le premier, on a vu, qui fait référence aux observations qui ont été faites lors des TP. Le deuxième, puisqu'on a vu un certain type d'organisation, si elles sont là, c'est qu'elles doivent bien servir à quelque chose, donc on va chercher à quoi elles servent. Et pour conclure, voilà, le rôle de la structure identifiée et découvert. Cette structure permet d'augmenter la surface d'échange, qui sera repris dans l'énoncé final sous la forme, de par leur anatomie, les plantes, on l'a vu, vont être adaptées à un mode de vie fixé.
Voilà, donc j'ai repris ici à peu près la structure de ces énoncés. Les 4 énoncés de savoir vont être formulés de la même façon. On s'appuie sur une observation. Comme cette structure est là, c'est qu'il doit avoir un rôle, qu'on va aller chercher. Et comme on finit sur une assertion qui est en lien avec l'adaptation du végétal à son milieu de vie. Je vous ai repris pour les 4 énoncés la façon dont est géré vous voyez, il y a quelque chose, donc, ça, vous en avez déduit quoi? Certains d'entre vous en avez déduit des choses. Elle va pouvoir absorber des minéraux des lots. Alors, on observe, pour augmenter, on observe, vous voyez. Du point de vue, alors je vais faire une double analyse épistémologique et langagière de cette organisation. Du point de vue épistémologique, vous voyez, cette organisation renvoie à ce que Armand Riclès et Jean Gaillon appellent le fonctionnalisme, qui, selon eux, est un masque présentable du finalisme en biologie. À tous les niveaux, je cite Jean Gaillon et Armand Riclès, à tous les niveaux de la hiérarchie biologique, l'omniprésente utilité du concept de fonction se comprend assez facilement parce que ce concept propose, ne serait-ce que de façon implicite et ramassée, une justification des données observées, autrement dit l'apparence d'une explication rationnelle des faits. Évoquer la fonction, c'est donc toujours donner à saisir une recherche des causes. Sur le plan langagier, la répétition, la succession, vous voyez, de la même organisation, relève d'une espèce de pratique routinisée de l'enseignant qui va être reprise par les élèves. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises du script, on voit les élèves qui vont s'approprier cette organisation d'une forme de raisonnement, on va dire, tout à fait finaliste, on va dire. Voilà. Alors comment on peut expliquer, vous voyez, pour un étudiant donc, qui a été d'ailleurs qui a eu le CAPES et qui doit être, il doit être titularisé maintenant, d'un étudiant, vous voyez, donc en M2, qui réussit le CAPES de SVT, de cette présentation, vous voyez, des savoirs sous un angle très très finaliste, avec un obstacle, l'obstacle de l'adaptationnisme ou de l'adaptation, Hervé Léguyader en reparlera après. Alors voilà, donc pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, j'ai conduit avec lui un entretien d'autoconfrontation où je le questionne justement sur l'organisation. Donc j'essaye de lui faire prendre conscience dans un premier temps, vous voyez, de l'organisation de cette structure récurrente d'abord on voit, on en déduit et on en conclut quelque chose. Vous voyez, c'est cette organisation-là. Alors, tu veux que les élèves en déduisent quelque chose du point de vue... Alors, vous en concluez en général, une adaptation à la vie fixée. Et donc, je lui demande d'où vient cette organisation-là, qui est récurrente dans son énoncé. Alors, voilà ce que dit l'enseignant. Il dit, je pense que ça vient, j'ai dû toujours avoir un enseignement comme ça, parce que je me souviens très bien de mon professeur de SVT de terminale, qui nous disait toujours, observation, interprétation, conclusion. C'est le formatage, sûrement. C'est inconscient, plus je m'en suis pas rendu compte. C'est quand vous m'avez dit ça au moment de la soutenance de mon mémoire, que je me suis dit après, finalement, c'est vrai que je fonctionne toujours comme ça. C'est un formatage depuis, sûrement. Donc vous voyez que, alors, on peut toujours se demander, ces mises en œuvre, vous voyez, de pratiques, qui sont incorporés, on va dire. C'est-à-dire qu'il s'en rend pas... a priori, quand il fonctionne, il ne fait pas ça pour faire n'importe quoi. Oui. C'est le postulat avec lequel on travaille, aussi bien avec les élèves qu'avec les étudiants, c'est que ce qu'ils produisent est significatif pour eux, veut dire quelque chose de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils ont en tête. Et donc là, on voit bien que ces pratiques routinisées renvoient à une certaine épistémologie spontanée des enseignants débutants, dont les travaux didactiques, notamment ceux de Marilyn qui est dans la salle, montrent la forte empreinte empiriste. La forte empreinte empiriste, c'est vous voyez, on disait toujours observation, interprétation, conclusion. Deuxième point, vous voyez, l'hypothèse que je fais, on peut, vous voyez, alors, je vais peut-être faire un break non, je finis ça et puis après je fais une pause sur les méthodologies de recherche en didactique.
Les enseignants débutants, vous voyez, comme les élèves, hein, sont sans doute aux prises avec des obstacles, l'adaptationnisme, le finalisme, qui auraient sans doute pu être pris en charge par une meilleure anticipation des obstacles spécifiques à cet objet d'étude-là, dans le temps de sa préparation, c'est-à-dire que sans doute qu'on pourrait envisager que le travail de préparation de l'enseignant vise à mettre à jour ou d'identifier un certain nombre d'obstacles qu'il peut rencontrer chez les élèves, mais qui sera aussi de nature à faire en sorte que, de son point de vue, vous voyez, ça le mette un petit peu... Enfin, il construit une certaine vigilance épistémologique par rapport au contenu qu'il enseigne. Surtout que sur cet objet d'étude, hein, l'évolution, les travaux, et notamment l'adaptation, là, les travaux sont très nombreux, hein, et documentent très largement les différents obstacles de nature épistémologique grâce aux travaux notamment des collègues Jean Gaillon, Hervé Le Guyadère, Michel Morange, qui nous fournissent un certain nombre de documents primaires qui nous permettent d'inférer un certain nombre d'obstacles chez les élèves. Sur ces recherches, alors je fais donc une petite parenthèse pour répondre à des questions qui ont été posées ce matin sur les méthodologies de recherche en didactique. Alors effectivement, pour les objectifs que nous visons quand nous conduisons des recherches en didactique sont des objectifs de compréhension de ce qui se passe dans la classe. Elles n'ont pas pour ambition, vous voyez, de prouver que certains dispositifs, certaines situations, certaines façons de faire, etc., seraient valides coûte que coûte, quoi qu'il se passe, à tous les coups. Cette idée, vous voyez, hein, que des dispositifs en eux-mêmes seraient potentiellement générateurs d'apprentissage, quoi qu'il se passe, quel que soit le contexte, quels que soient les élèves, quel que soit le prof, font partie, du point de vue des enseignants débutants, d'un véritable obstacle, hein, qu'on appelle la magie de la tâche, hein, où penser qu'il suffit d'avoir un bon dispositif et que, à partir de là, tout va rouler, les élèves vont apprendre tout seuls, sans que le prof fasse quoi que ce soit, j'étais pas là hier, mais le développement d'un certain dispositif autour des tâches complexes, par exemple, me surprend énormément, hein, dans certains cas, enfin ça dépend comment c'est conduit, mais où on voit des enseignants qui refusent d'enseigner, en fait, hein, j'ai vu cette année une étudiante qui me disait que sa tutrice lui demandait de rester à son bureau, surtout pendant 1h30, qu'il fallait que les élèves soient autonomes et qu'ils se débrouillent tout seuls, etc. Alors, je ferme la parenthèse, donc c'est bien ces objectifs-là, hein, et donc les méthodologies qu'on développe sont des méthodologies de recherche qualitatives, avec où l'objectif, hein, enfin on en discutait avec Guillaume Lecointre ce midi, c'est bien que les données qu'on traite puissent être traitées par quelqu'un d'autre, en suivant les méthodologies décrites, de façon à ce qu'il y ait une possibilité de confronter les interprétations qui sont proposées par les chercheurs. On n'est pas sur des méthodologies quantitatives, vous voyez, où on répliquerait, dans un très grand nombre de fois, les expérimentations. Voilà, juste pour finir. Donc la scientificité, elle est liée à la finesse de description de la façon dont sont traitées et analysées les données, pour que quelqu'un qui remettrait en œuvre le même protocole de traitement des données puisse arriver à des conclusions identiques. Je ferme la parenthèse et je poursuis. Oui. Et voilà, représentation obstacle. Alors, je ne vois pas très bien l'autre là-bas. J'ai mis en parallèle une production d'élèves de CM2 et puis une illustration que j'ai trouvée dans La vie est belle de Stephen Jay Gould. Voilà, vous avez retrouvé quelque chose d'à peu près similaire là-bas. Alors, j'y vois à peu près rien. Ce sont deux productions d'élèves de CM2. Alors, il faut que je trouve... Tiens, Robin, tu sais pas comment je peux faire pour agrandir, là? Parce que je voudrais bien vous le lire, mais j'y vois rien. Voilà, alors là, vous avez donc les reptiles, les dinosaures, vous voyez, sur la frise, là, l'émergence... alors, c'est l'homme de Cro-Magnon, l'homme préhistorique et l'homme moderne. Le temps change... Hein, et nos voix changent, nous changeons de forme et de voix, nous changeons de forme et de voix, nous sommes devenus reptiles, singes et hommes modernes. Ici, nous aujourd'hui, hein, voilà, au début de l'histoire, nous étions des singes, quand on marchait, on avait le dos penché, comme moi un peu en ce moment, au fur et à mesure, on a grandi et on s'est mis à se redresser, fin de l'histoire. Hein. Alors,
Donc là, on est avec des élèves de CM2, c'est-à-dire qu'en gros, on est sur une première occurrence de questions sur l'origine de l'homme, sur l'histoire de l'explication de l'apparition de l'espèce humaine. Et je vais vous projeter des dispositifs. Voilà, les mêmes questions avec des élèves, des étudiants qui préparent le CRPE. Le poisson, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, la porte de la bipédie, Homo erectus, Homo sapiens, sapiens, homme moderne. Haute production d'élèves, bon, vous avez la même configuration, alors sauf qu'ils ont un peu plus de lexique, vous voyez, hein, donc on a les Homo erectus, habilis, etc. L'évolution se fait souvent au niveau génétique, donc ils ont quand même retenu des trucs du passage au collège et au lycée. L'homme s'adapte à son environnement au fur et à mesure des millénaires par des mutations génétiques. Donc vous avez ici donc deux étudiantes, dont vous voyez que les productions sont quand même très peu éloignées à des considérations de vocabulaire ou de lexique de ce qu'ont produit des élèves de CM2. Ce qui interroge en retour, alors soit ils sont très mauvais, soit c'est que des étudiants ou des élèves très mauvais, c'est 80%, enfin je veux dire, en M1, MEF, premier degré, c'est entre 70% des étudiants qui répondent comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'après, donc, 4 et 3, 7 ans de passage dans le second degré, où les questions d'évolution sont traitées soit comme objet, ou soit comme arrière-plan, comme outil, etc. Voilà ce que produisent des élèves, ce qui interroge, vous voyez bien, à la fois l'enseignement, c'est-à-dire que si on voit que tout ce qui relève de la biologie fonctionnelle est traité comme je vous ai montré, était traité l'adaptation, on n'est pas très étonné que les élèves se souviennent de ça en sortant. Hein. Mais l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'il y a un certain nombre d'obstacles, vous voyez, c'est ça, d'obstacles qui expliquent ces récurrences, cette permanence de ce qu'on peut obtenir chez des élèves. Donc là, j'ai repris ici l'analyse, une grille en gros d'analyse des représentations que j'ai empruntée à Corinne Fortin, donc, qui a été publiée plusieurs fois dans sa thèse, dans un ouvrage collectif coordonné par Guy Rumlar. Puis cette représentation-là, c'est celle que j'ai trouvée dans Les mondes darwiniens, dans l'évolution de l'évolution. Elle a écrit un article sur l'enseignement de l'évolution. 4 types de représentation. Alors, la représentation, c'est une construction du chercheur qui, à partir de la production d'élèves, construit un modèle explicatif qui interprète ce qu'a produit l'élève. Donc, le travail de reconstruction des représentations des élèves se fait sur la base de traces, qu'elles soient écrites, orales, etc., et à partir desquelles on a fait un modèle explicatif de l'élève. Vous en avez dans les propositions que fait Corinne Fortin, vous avez 4 types de représentations. Alors si on commence par les représentations créationnistes, qui nient une origine commune et une transformation des espèces. Ensuite, vous avez des représentations non évolutionnistes, qui nient une origine commune mais qui reconnaît une possibilité de transformation au sein de chaque lignée, ce qui sont représentés ici. La conception transmutationniste, je reprends les formulations, les intitulés que propose Corinne Fortin et que Marilyn aussi a repris dans l'ouvrage L'évolution du vivant, un enseignement à risque, où Marilyn propose une grille d'analyse des systèmes explicatifs des élèves de l'école jusqu'au lycée. Cette représentation transmutationniste, donc la nature, vous voyez, une espèce conçue comme un super-organisme qui se développe au cours du temps, et on est sur des analogies avec le développement. Souvent, les mécanismes qui sont mobilisés par les élèves, quand on s'intéresse aux questions des mécanismes au lycée, et même déjà au collège, les élèves font référence à des mutations, mais des mutations au sens des mutations adaptatives, vous voyez, orientées, des mutations dirigées, qui permettent qu'au final, la bestiole elle soit adaptée à son milieu de vie. Et puis une dernière conception, représentation que Corinne Fortin a appelée de pseudo-évolutionniste, où chaque groupe a une origine commune et peut se transformer en un groupe, etc. L'extinction est possible, chaque figure représente un groupe, les flèches indiquent la transformation du groupe. Alors là, j'ai pas de résultats, alors peut-être que Pierre Clément aurait des résultats plus quantitatifs sur le nombre de pourcentage d'élèves, ça va dépendre essentiellement du contexte, c'est très difficile. Moi, d'expérience... on voit surtout essentiellement ces 2 types de représentations-là, c'est-à-dire qu'on voit surtout, la grosse majorité des élèves proposent des explications de nature transmutationniste, où les espèces se transforment les unes dans les autres, comme ça. Donc il n'y a jamais d'extinction, puisqu'elles font que de se transformer les unes dans les autres. Voilà.
Alors, des représentations aux obstacles. Alors, vous voyez, donc on a donc des productions d'élèves, dont on infère des modèles qu'on appelle les représentations, et on introduit une troisième couche, hein, qui serait celle de la notion d'obstacle épistémologique, qui est en lien avec l'idée de représentation, hein, mais que, alors j'ai repris les définitions que Brigitte proposait dans sa thèse, qu'on peut caractériser comme plus générale, plus transversale que l'idée de représentation, hein, et on peut interpréter l'obstacle comme ce qui, en profondeur, explique et stabilise la représentation. C'est-à-dire qu'un obstacle a une dimension générale, alors je vais essayer de l'illustrer après, et peut s'actualiser dans différentes représentations qui, elles, sont plus liées au concept ou au contenu travaillé. En d'autres termes, on peut considérer les conceptions représentations comme des indicateurs de surface d'obstacle plus profond. L'obstacle est donc surtout explicatif d'une résistance. Et voilà comment on pourrait, enfin, vous voyez, pour essayer de lutter contre l'idée commune de l'obstacle, style course d'obstacle, etc., que l'obstacle est un trop-plein de connaissances, de réponses, qui est donc quelque chose qui provoque un mouvement d'arrêt de la pensée. Ça empêche de se questionner. Et ça permet surtout de penser confortablement avec cette double fonction de l'obstacle, hein, qui est à la fois aide, puisque ça permet de penser sans trop se fatiguer, et obstacle, puisqu'en même temps ça va s'opposer au questionnement, que Guy à Rimlar, enfin, à chaque fois que je parle d'obstacle, il me rappelle qu'il faut que je dise que c'est des aides obstacles. Donc aujourd'hui, Guy, j'y ai pensé. Et donc je reprends un bout que cette idée d'obstacle, vous voyez, a des conséquences sur la façon dont on peut envisager les apprentissages scientifiques. Et je reprends un bout d'un article de Guy, alors paru plusieurs fois, mais là dans son dernier ouvrage, La biologie comme culture. Mais si ce concept d'obstacle a principalement une fonction polémique et critique d'un point de vue épistémologique, on va dire, certaines conceptions pédagogiques au niveau des méthodes d'enseignement et au niveau des méthodes de recherche pédagogique, voilà, ils donnent un statut positif à l'erreur, c'est ça qui est très important. En 1938, dans la formation de l'esprit scientifique, Bachelard, en exposant et illustrant le concept d'obstacle épistémologique, a fondé positivement l'obligation d'errer. L'erreur est nécessaire non pas par le fait de ce qui est extérieur à la connaissance, mais par l'acte même de connaître. Au niveau de l'assimilation des connaissances, ce concept peut fonder positivement une pédagogie de l'initiative et de l'anticipation. C'est donc bien, vous voyez, hein, les obstacles ne sont pas des obstacles dans l'absolu, mais ce sont des obstacles qui limitent, hein, qui viennent freiner le mouvement de développement de la pensée. Et face à ces obstacles, il va falloir remettre, ou rendre à la raison, comme disait Bachelard, sa fonction de turbulence et d'agressivité, vous voyez, pour réussir à conceptualiser. Brigitte Peter-Falvy, alors c'est là que j'aurais bien aimé qu'elle soit là, propose dans l'article, vous voyez, des principaux obstacles à la compréhension de l'évolution. Donc, alors, l'idée, c'est que les obstacles fonctionnent toujours par paire. Hein, vous voyez, hein, donc c'est les deux pôles. Hein, donc c'est pour ça qu'on a des obstacles qui s'opposent et des obstacles qui sont liés à une acceptation trop facile de quoi. Alors là, reprenez une distinction que Jean Gaillon a évoquée ce matin entre le fait général d'évolution et les mécanismes d'évolution. Alors, je vous laisse, on pourrait reconstituer les paires. Hein. Par exemple, ici, l'idée, qu'est-ce qui s'oppose à l'idée, au fait général d'évolution? C'est l'idée d'un temps anhistorique, cyclique et catastrophiste. Hein, vous voyez, on serait dans une situation d'équilibre où ça se dégraderait et puis tout d'un coup il y aurait des catastrophes qui rétabliraient l'affaire. L'autocentration et la survalorisation humaine, hein, l'affiliation conçue comme servitude, l'espèce conçue comme sans variabilité, c'est dans le cadre d'une approche typologique de l'espèce. De l'autre côté, l'acceptation trop facile de l'évolution, ce qui est souvent le cas des élèves. Hein, c'est-à-dire que les élèves, ils contestent, sauf dans des contextes socioculturels particuliers ou des contextes scolaires particuliers, ils sont tous d'accord avec l'idée que ça évolue. Sauf que ça évolue, vous voyez, plutôt sur le modèle de la métamorphose. Hein, donc Guy a écrit un article dans la PBG autour de cette idée de métamorphose, sans contrainte, donc tout peut se transformer en tout, à peu près, sans causalité matérielle, du moment qu'on a un temps suffisamment long pour que ça puisse se passer. Du point de vue des mécanismes de l'évolution, alors c'est pareil, on pourrait les reprendre deux à deux. La mise en histoire, qui évite argumentation-explication, donc ce serait intéressant que Michel Morange, du point de vue des types d'explications, reviennent sur les caractéristiques, en tout cas, des récits ou des mises en histoire qui peuvent être acceptables dans le champ scientifique.
l'idée de la nature harmonieuse, le rejet du hasard, hein, donc le finalisme très fort, et du point de vue de l'acceptation trop facile. On peut avoir aussi, hein, ce que souligne Brigitte dans cet article-là, c'est-à-dire que l'acceptation trop facile de la sélection naturelle peut, tout comme le rejet, son rejet absolu, se constituer comme un obstacle, c'est-à-dire empêcher de poser de nouveaux problèmes, tels que ceux que Marc-André Sellos a posés ce matin sur les transferts horizontaux, etc. C'est-à-dire qu'une acceptation trop facile qui empêche de continuer à se questionner sur les constructions théoriques, etc., va jouer un rôle équivalent, c'est ce que Guy appelle une dogmatisation, va jouer un rôle équivalent à des refus de penser dans un cadre évolutif. J'ai déjà largement débordé, donc je vais aller très vite à la fin. Bon, je voulais juste, voilà, on avait demandé à des élèves, c'était dans la classe de Julie, quand elle avait encore des élèves en première ES, hein, on demandait, vous voyez, que les élèves expliquent voilà, comment les espèces évoluaient. Alors vous allez voir un récit, hein, vous avez un canard 1, il change, voilà, il y a une période glaciaire, donc, vous voyez, c'est ça l'événement qui rompt l'équilibre de départ. Le canard 1, il était très très bien. Et donc, du coup, vous voyez bien qu'il va y avoir des modifications progressives génétiques qui vont permettre de transformer ce canard 1 en canard 2, qui va être revenu à l'état initial, c'est-à-dire dans un état d'équilibre avec son environnement. Donc, vous voyez cette mise en récit, là, avec des événements catastrophiques qui viennent de l'extérieur, généralement de l'environnement, des mutations génétiques qui incorporent, adaptatives, vous voyez, les êtres vivants incorporent dans leur information génétique les modifications de l'environnement pour produire une réponse adaptée, et un retour à l'état final, où le canard 2 est de nouveau en équilibre avec son milieu. Voilà une mise en histoire, approche typologique. Vous voyez, on raisonne sur un canard, on ne raisonne pas sur des populations de canards, hein, approche typologique, mise en histoire, adaptation, finalisme, qui font peser, hein, qui sont des obstacles lourds, qui pèsent sur ces affaires-là. Je voulais juste... voilà, je voulais juste ça. Brigitte Peter-Falvy, en 2008, proposait, le titre de son article, c'était « Comprendre la théorie de l'évolution de course d'obstacles ». Je l'ai trouvé dans un livre récent... où d'ailleurs Guillaume Lecointre a écrit un titre de Jean-Jacques Cupiec, « Histoire de la théorie de l'évolution, un long fleuve tranquille ». Vous voyez bien que ces deux titres posent un peu de la même façon. Donc j'avais pour ambition de pointer quelques obstacles à la construction des concepts de l'évolution et de comprendre comment ils peuvent jouer dans des situations d'enseignement-apprentissage. On a eu du point de vue du concept d'espèce des développements ce matin, du côté des concepts de sélection naturelle, des interventions de Jean Gaillon et de Julie Gobert. Sur le hasard, un très bon livre de Francesca Merlin qui est paru en 2013 sur le hasard dans la théorie de l'évolution. Et nous aurons donc deux interventions cet après-midi qui vont essayer de reprendre ces questions-là autour du concept d'adaptation. Donc quand j'ai demandé à Hervé Le Guyadère d'intervenir sur ce concept-là, il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ?» En tout cas, si j'ai une chose à dire, c'est que si les enseignants ils parlent encore de ça, c'est n'importe quoi. Et dans un deuxième temps, a très gentiment accepté de s'attaquer à cette question. Et dernière conférence avant la synthèse de Guillaume Lecointre, sur l'articulation entre les types d'explications fonctionnelles et historiques, qui fera un lien entre ce que Julie a évoqué ce matin, vous voyez, sur l'articulation entre les approches phénotypiques et individuelles, avec l'articulation avec les problèmes de transmission génétique et de diversité génétique. Voilà, je vous remercie.